Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, nous venons de démarrer le webinaire « Créer des services publics à fort impact pour les usagers de ma collectivité ». C'est le tout premier webinaire que l'incubateur des territoires vous propose. Et comme vous l'avez vu, ça a commencé de manière très agile puisque nous avons à très faible échéance dû modifier le lien de ce webinaire. Et donc, Marine Choquin, qui est dans le chat, me suggère de temporiser très légèrement. Alors, on va attendre 1 ou 2 minutes. J'ai des petites annonces de service à faire. Et vous voyez qu'on a déjà à l'écran Céline Fèvre, Pierre-Louis Roll et Clémence Liénard que je vais vous présenter dans un instant. Nous attendons également François Mangin-Lecreux qui nous rejoint, qui est en train de se connecter. Voilà, donc je vous propose encore une petite minute de patience et puis on va démarrer pendant que vous vous connectez tranquillement. Merci. Ça marche. Voilà, François est en train de nous rejoindre. Et donc, mes petites annonces de service, comme ça me permet de meubler très utilement. D'une part, je voudrais vous annoncer que le webinaire est enregistré, ça fait partie des mentions légales. Donc, tout ce que nous allons dire et aussi tout ce que nous allons écrire, voilà, sera rediffusé et disponible sur le replay. En parlant d'écrire, vous avez vu sur la partie droite de votre écran, il y a un chat. Vous pouvez dialoguer entre vous. Pour nous poser des questions, il faut utiliser le petit onglet qui s'appelle questions, CQFD. Et on va avoir un petit temps de questions-réponses à la fin de cette session. Donc, on a prévu 1 heure ensemble. On va essayer d'être dans un timing de 45 minutes pour échanger entre Céline, Clémence, François et Pierre-Louis. Et puis, les 15 minutes restantes, à peu près, eh bien, on regardera les questions que vous avez posées et puis on les partagera avec nos panélistes. Donc, je salue François Mangin-Lecreux qui nous a rejoint. Bonjour, et le micro fonctionne. Donc, voilà, on a sans filet, on a réussi du premier coup. Parfait. Voilà. Le chat, ok. Je voulais vous rappeler, vous qui êtes en train de continuer à vous connecter, que vous faites tous d'une manière ou d'une autre, soit directement partie d'une collectivité territoriale, soit vous avez une fonction en lien avec une collectivité territoriale. Je vois quelqu'un d'un organe de presse, enfin voilà. Mais tout le monde dans cette assemblée a un intérêt avec le développement des collectivités territoriales. Et du coup, ce qu'on a demandé à nos panélistes, c'est d'être vraiment super concret parce que eux ont tenté, alors ils vont nous expliquer un peu il y a combien de temps ils ont commencé cette aventure, et ils se sont lancés dans une démarche d'investigation, d'incubation de services numériques pour leur collectivité. Et donc voilà, on souhaite pour vous qui êtes avec nous cet après-midi être vraiment le plus concret possible, voir ce qui a fonctionné, ce qu'ils vous conseillent de faire, peut-être aussi des choses où ils peuvent vous alerter. Et on va peut-être tout de suite démarrer parce que c'est pas moi qu'on interviewe ici. Et je vous propose peut-être qu'on fasse un premier tour de table rapide. Et je vais vous présenter à chaque fois. On a Céline Fèvre, qui est directrice générale adjointe pour le numérique, les achats et le juridique à la région Bretagne. On a d'autre part François Mangin-Lecreux, qui est directeur général des services de la ville de Pau, de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, accompagné par Florence Liénard, qui est dans la même collectivité territoriale chargée de projets intrapreneuriat, et également Pierre-Louis Roll, directeur de programme à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et ces programmes avec un S, et l'un de ces programmes, c'est justement l'incubateur des territoires. Voilà, donc ce petit tour de table avec chacun d'entre vous, ou en tout cas peut-être pour l'agglomération de Pau, l'un d'entre vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, en quelques minutes, comment vous en êtes arrivé à avoir cette démarche d'incubation, de production de services numériques, et voilà, comment ça s'est mis en place? Céline, peut-être? Oui, eh bien, écoutez, bonjour à tout le monde. Donc, à la région Bretagne,
L'idée de mettre en place un incubateur de services numériques a émergé courant 2017, voyant évidemment les initiatives des uns et des autres, et en particulier celle de l'État au travers Betagouv. L'incubateur s'est mis en place dans un contexte de transformation numérique de l'administration et en particulier de la mise en œuvre d'un véritable plan de transformation numérique de l'administration et dans un contexte aussi de définition de stratégie numérique responsable. Avec plusieurs objectifs, accompagner donc la transformation de l'administration et la manière dont on entend rendre le service public, développer rapidement des produits et services qui bénéficient aux usagers, mais également aux collaborateurs. Donc, il y a également une dimension interne extrêmement importante. Et puis, à terme, on imaginait, ou en tout cas, on imagine toujours, repenser la manière dont on conçoit la politique publique en lien avec les élus, évidemment. Et on reviendra peut-être sur le rôle et la place que les élus doivent ou devraient jouer au sein d'organisations comme celle-là. La raison d'être de l'incubateur, c'est entreprendre un changement culturel dans la manière de produire les services, en passant en quelque sorte d'une vision centrée sur les outils à une vision centrée sur les besoins des usagers, afin d'avoir un maximum d'impact. En tout cas, c'est comme ça qu'on a organisé les choses, même si en réalité, on n'atteint pas forcément toujours nos objectifs, puisqu'on reviendra aussi sur les enjeux organisationnels, managériaux, financiers qui nous contraignent. Et donc, si l'incubateur de services numériques, qui a pour petit nom le Petit Cube, parce qu'il est adossé au laboratoire d'innovation publique qui, lui, s'appelle le TILAB en Bretagne, est inspiré du modèle mis en place par Betagouv, il en diffère quand même sur deux aspects. Tout d'abord, la relation forte à l'écosystème digital, parce qu'en région, on a une assise territoriale forte, ce qui n'est pas forcément le cas de l'État. Peut-être que pourra également en témoigner. Donc, on a aussi à cœur de développer des synergies avec les acteurs privés et à favoriser la création de coalitions publiques-privées pluridisciplinaires. Ça non plus, c'est pas forcément si aisé à faire, notamment lorsqu'on veut s'extraire des règles de la commande publique assez classiques qui nous amènent souvent à collaborer avec des prestataires privés. En tout cas, ces lieux favorisent ces rencontres un peu inédites. Et puis, c'est l'occasion aussi de challenger les expertises qui sont les nôtres ou les manières de penser avec l'écosystème digital qui, de toute manière, se structure aussi dans des incubateurs, dans des laboratoires, d'entreprises, etc. sur le territoire. Et puis, la deuxième différence, peut-être, on y reviendra aussi, c'est le rôle majeur que joue la DSI au sein de cet incubateur, même s'il a été initié au départ par la délégation aux stratégies numériques qui est ici au sein de ma DGA, dans une logique un peu disruptive, avec pour objectif de bousculer un peu la DSI. Mais très, très rapidement, j'ai souhaité qu'ils y prennent une place extrêmement importante pour sécuriser les questions d'intégration, de passage à l'échelle, sur lesquelles on reviendra aussi après. Voilà. Mais parfois, en voulant trop sécuriser les choses et anticiper des problèmes à venir, on perd peut-être aussi un peu en agilité. Voilà, donc on pourra probablement revenir aussi sur ces points-là et témoigner de nos réussites et de nos échecs. Mais voilà, avec un peu de recul, je comprends ce qu'il aurait peut-être mieux fallu faire ou pas fallu faire. En tout cas, il existe, c'est un bel objet. Et il rend de grands services et il permet d'ores et déjà à certains agents de s'épanouir et j'ai envie de dire que c'est un peu ça l'essentiel. Voilà ce que je voulais dire pour introduire. Très bien. François, de votre côté, l'assise territoriale, le lien avec l'écosystème, tout ça, ça résonne? Oui, je pense qu'on est sur des… D'abord, merci de votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on est sur des philosophies comparables dans la mise en place de ce type de projet. Nous, ça fait 2 ans à peu près qu'on a lancé cette démarche, un peu moins de 2 ans, enfin c'était début 2019, et
Clémence, qui complétera mon propos, peut-être était là aussi à la genèse de tout ça. À l'époque, la collectivité se structurait autour de la mise en place d'une démarche d'appui un peu transversale, d'appui à la transformation interne en termes de développement des nouveaux usages numériques, des nouveaux enjeux de relation avec les usagers, des nouveaux process managériaux également. Et donc, dans ce cadre-là, en lien avec le programme Betagouv, effectivement, qui nous a sollicité, on a fait émerger dans la collectivité cette démarche d'entrepreneuriat interne dont on reparlera donc tout au long de cet échange. Alors c'est valable pour les régions, Céline Fèvre l'évoque à l'instant, c'est valable évidemment à l'échelle du bloc communal. On est sur des collectivités qui sont naturellement tournées en fait vers l'innovation. Mais pour exemple, à Pau, on a plusieurs pépinières, effectivement, plusieurs incubateurs de start-up en fait qui sont développés et qu'on soutient activement dans le champ des géosciences, de l'économie collaborative et créative, du numérique et même de l'économie sociale et solidaire prochainement. Donc cette logique de soutien à l'innovation externe est déjà très très ancrée, elle est un peu dans l'ADN de la collectivité en quelque sorte. Mais c'est vrai que l'innovation processuelle interne et le soutien à l'innovation interne n'était pas forcément une réalité extrêmement enfin qui en tout cas était dans les préoccupations premières de l'équipe de direction, des élus, surtout dans des collectivités qui sont fortement tournées vers le territoire, vers le service aux usagers. Et c'est d'abord pour ça, évidemment, qu'on est au quotidien engagé. Et donc, voilà, on en parlera sans doute, mais c'est vrai que cette démarche d'entrepreneuriat, elle a été à la fois résolument portée parce qu'elle s'inscrivait dans la dynamique de transformation de notre administration qu'on souhaitait mettre en œuvre dans les différentes déclinaisons que j'ai citées, mais en même temps, elle est venue percuter, malgré tout, de façon assez forte, un certain nombre de certitudes établies et peut-être une vision de l'innovation qui n'était pas forcément celle-là et qui était très tournée vers l'extérieur et pas forcément vers l'interne. Et le fait d'aller chercher comme ça la créativité des agents, comme on l'a fait autour d'un certain nombre de projets, le fait de pouvoir dégager du temps dans l'action pour ce faire, le fait de dégager aussi des moyens financiers pour accompagner ces projets-là, tout ça a nécessité à la fois de la force de conviction, et Clémence qui est là fait partie de ceux qui ont porté cette démarche avec moi, avec quelques autres, et puis nécessité aussi un temps d'appropriation par l'ensemble du collectif, voilà, qui aujourd'hui est abouti, mais qui les 2 ans qui viennent de s'écouler ont été nécessaires pour que la démarche trouve pleinement son ancrage dans notre fonctionnement. Parfait. Je ne sais pas Clémence si vous voulez compléter, mais... On reviendra peut-être sur la démarche d'incubation, d'intrapreneuriat dans la question suivante par rapport à l'embarquement des équipes. Mais pour passer la parole à Pierre-Louis Rolle, donc du côté de l'incubateur, on a entendu 2 processus d'une région, d'une agglomération. Qu'apporte l'incubateur en fait et pourquoi une telle genèse de ce nouveau bébé de la NCT ? Alors, l'incubateur, et bonjour à tous et merci à tous de votre participation au séminaire. Et effectivement, l'incubateur de l'ANCT est la plus récente de ces initiatives, alors qui est un bébé qui est né en même temps que son institution, puisque l'ANCT est une nouvelle agence de l'État qui a été créée le 1er janvier 2020, et l'incubateur a été créé à ce moment-là. Mais effectivement, il y a une genèse à ce projet, puisque cette agence est née de la fusion de plusieurs administrations, notamment le Commissariat général à l'égalité des territoires et l'Agence du numérique, dont l'équipe qui a préfiguré l'incubateur est issue. On était à l'époque au sein de l'Agence du numérique, on pilotait le programme Société numérique, qui existe toujours au sein de l'ANCT, qui pilote la politique publique d'inclusion numérique du gouvernement. Et pour ce faire, on avait, en lien avec Betagouv, lancé plusieurs initiatives, notamment le service public numérique Aidant Connect, et on a pas mal échangé et réfléchi avec Betagouv sur ce lien avec les collectivités, puisque nos partenaires privilégiés déjà à l'Agence du numérique étaient les collectivités territoriales. Donc dans cette phase de préfiguration de l'ANCT, on s'est demandé déjà comment on pouvait reproduire d'autres startups portées par l'ANCT. Ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus. Donc, à ce moment-là, il y a aussi le lancement par le Premier ministre de l'agenda rural, suite au rapport remis par des élus locaux pour préfigurer
ce comité interministériel aux ruralités, dont le premier s'est tenu il y a 2 semaines d'ailleurs, et il a été question dans le rapport de doter les collectivités territoriales les plus rurales d'un bouquet d'applications ou d'applications conçues avec elles, mises à disposition très simplement, et on nous a demandé de réfléchir à la question. Donc nos nombreux échanges avec Betagouv, cette préfiguration de start-up d'État, cette réflexion autour de comment est-ce qu'on va innover avec des collectivités locales, nous a amené à préfigurer cette création d'incubateurs avec un autre aspect qui était que pour porter les dispositifs qu'on faisait à l'Agence du numérique, se posait toujours la question de la gouvernance, parce qu'il n'est pas tout de lancer de nouveaux outils et d'inventer de nouveaux produits numériques, c'est qui va les porter et quelle est la juste place de l'État dans leur pilotage, notamment aux côtés des collectivités locales. Ça nous a amené, par exemple, à être la première administration centrale à investir et à devenir sociétaire fondateur de sociétés collaboratives d'intérêt collectif pour porter des produits tech. Donc voilà, il y avait cette réflexion sur construire des outils avec les collectivités, sur construire, s'inscrire dans le travail engagé par Betagouv, et cette réflexion sur la gouvernance qui a mené à la création de l'incubateur des territoires. Et on était aussi très bien conscients que les collectivités ne nous ont pas attendus pour agir sur ce champ-là. Preuve en est aujourd'hui. Il fallait se poser la question de comment est-ce qu'on peut être utile à ces collectivités et surtout comment est-ce qu'on peut aider d'autres collectivités à répliquer ce qui a été fait et à monter leurs propres projets. Donc, on aura le temps d'y revenir, je pense, mais voilà, on a cette phase de pré-investigation, d'investigation, pardon, qu'on lance pour aller explorer de nouveaux problèmes, pour voir public que se posent les collectivités, pour voir si une réponse numérique ou non peut être apportée, qui est entièrement financée par l'ANCT, et enfin le développement de services publics numériques en propre, qui sera aussi cofinancé par l'ANCT, avec toute cette réflexion sur la gouvernance, sur le portage, et comment est-ce qu'on va construire des outils qui seront certes très innovants, certes qu'on va construire de façon incrémentale avec les usagers, mais comment est-ce qu'on va penser leur durabilité et leur soutenabilité sur le long terme. Parfait, merci. On va revenir dans un moment sur effectivement ce passage à l'échelle. Céline aussi y a fait allusion il y a quelques instants, mais on a laissé un petit point de côté et puis on a la chance d'avoir une chargée d'intrapreneuriat parmi nos panélistes. Donc là, essayons de rentrer dans des exemples concrets parce que c'est un thème autour duquel on tourne beaucoup dans toutes ces réflexions d'ancrage dans la collectivité et de mise en œuvre des programmes. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'ensemble des ressources humaines, alors qu'elles soient directement impactées comme les intrapreneurs ou indirectement comme les managers de ces intrapreneurs? Comment est-ce qu'on fait pour embarquer la collectivité au point de vue humain? Quelle est l'expérience, les choses que vous recommanderiez à vos collègues qui nous écoutent aujourd'hui, Clémence, et peut-être les choses que vous déconseilleriez? Vaste question, grande question, grand débat. Ça s'attaque, de mon point de vue, ça s'attaque sur plusieurs angles. Il y a effectivement la partie agents, intrapreneurs qui vont porter les projets, où là, on arrive facilement à les embarquer en les motivant, en leur montrant la possibilité d'action qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que non seulement ils vont pouvoir rapporter un problème qu'ils constatent au quotidien, mais en plus, ils vont pouvoir agir sur ce problème. Donc, il y a une vraie motivation pour avoir une force d'action qui est différente de ce qu'ils peuvent connaître d'habitude. Après, c'est vrai que, comme l'a dit François Mangin-Lecreux tout à l'heure, il a fallu du temps pour sécuriser le cadre et c'est quelque chose qui continue à se faire parce que, évidemment, on va, pendant quelques jours, quelques heures, prendre un agent qui est dans un service et effectivement le faire travailler sur un projet avec des méthodes un petit peu innovantes. Pendant ce temps-là, il n'est pas sur ses missions. On a eu le cas, moi notamment, j'étais sur un projet social avec 2 agents terrain et donc cette question-là, elle s'est posée puisque quand elle n'était pas sur le terrain auprès des personnes âgées, il fallait les remplacer. Donc il y a effectivement tout ça que l'on avait peut-être pas parce que c'est normal, c'était une phase de test aussi, hein, on se lançait dans une aventure sur laquelle on a découvert au fur et à mesure les choses sur lesquelles on pouvait peut-être anticiper ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à travailler pour pouvoir justement
d'un point de vue financier aussi, combler on va dire, ces absences-là. Et puis après, évidemment, il y a toute la question qui se travaille de communication qu'il va y avoir avec les directions métiers, puisque quand les agents travaillent sur des projets qui ne concernent pas forcément leur thématique, ils vont avoir affaire à d'autres directions avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faciliter aussi le contact entre tout le monde pour le bienfait du projet, tout simplement. Une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous réunissez les intrapreneurs dans un lieu? Cette communication, elle se matérialise comment, si on veut vraiment être concret sur votre expérience? Alors, au niveau pratico-pratique, effectivement, on réunit tous les intrapreneurs une fois par mois, mensuellement, de façon collective. On va bientôt avoir donc de beaux locaux qui vont nous permettre encore plus d'avoir un cadre assez sympathique. Mais en tout cas, aujourd'hui, on les réunit une fois par mois de façon collective, tout simplement pour qu'ils puissent échanger sur les projets. Les uns font avancer les autres, hein. C'est pas nouveau. Le collectif profite beaucoup à chaque projet. Pour qu'ils puissent se former, on a aussi des petits temps, voilà, où on va leur permettre d'acquérir un petit peu des notions sur la prise de parole en public, etc. Donc c'est vraiment un lieu une fois par mois sur lequel ils vont pouvoir avancer à titre individuel et collectif. Et puis pour, on va dire, faciliter cette communication avec les directions, on a commencé à mettre en place une newsletter qui permet de faire état de l'avancement de chaque projet. Alors l'idée, on n'est pas sur le barrage, on va dire, de ce qui fait l'intrapreneuriat aussi, cette autonomie qui peut être portée par les agents et les projets, mais bien de faciliter le contact et que la direction elle soit quand même au courant d'un projet qui la concerne, qui concerne sa thématique, pour qu'il puisse y avoir derrière, au moment justement de cette mise à l'échelle, de ce déploiement, quelque chose qui puisse être facilité et non pas que la direction apprenne qu'il y a un projet qu'elle ne connaissait absolument pas. Absolument. Céline, à l'échelle d'une région, ça se passe comment? Parce que dans une agglomération, voilà, on peut se croiser, mais vous êtes à Rennes et j'imagine que vous avez des intrapreneurs potentiellement partout. Oui, puisqu'on a une organisation qui est territorialisée. Donc nous, on a suivi une méthode relativement proche de celle de Pau. On a lancé un appel à intrapreneurs. Il se trouve qu'on a été accompagné par Betagouv qui nous a proposé un appui, une démarche de coaching en fait des intrapreneurs identifiés, capables de porter des projets qui répondent à des besoins clairement identifiés, des irritants qu'on souhaitait résoudre. Donc, démarche assez similaire, belle émulation, mais ce que j'aimerais dire, c'est que passer l'effet waouh fondé sur une belle communication, une stratégie qui est à peu près comprise par tout le monde, il faut en fait tenir clairement dans le temps. Et il se trouve en plus qu'on est confronté à une situation sanitaire quand même assez particulière qui a arrêté la dynamique engagée. En tout cas, c'est le cas pour nous. Donc, c'est pas évident, mais en même temps, ça nous permet de nous reposer un certain nombre de questions. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a un enjeu qui est celui de réussir à infuser les méthodes qu'on promeut et qu'on déploie au sein de l'incubateur au sein de l'ensemble de l'administration. Parce qu'on peut vite, avec des intrapreneurs et ceux qui travaillent au sein de l'incubateur, créer une sorte de communauté qui soit à côté du reste de l'administration. Et ça, à mon sens, c'est un vrai risque. Donc, comme le disait Clémence, il est extrêmement important dans les démarches qu'on engage, et ça, c'est le recul qui me fait dire ça, d'impliquer les managers dans la définition notamment des défis à traiter et aussi des résultats à obtenir pour faciliter l'engagement des intrapreneurs qui, comme le disait aussi Clémence, sont des agents qui n'ont pas que ça à faire. Même si on aurait aimé qu'ils aient que ça à faire et qu'on aurait aimé leur dégager du temps. Ce qu'on a tenté de faire avec des lettres de mission, selon les méthodes éprouvées qu'on avait pu nous présenter. Seulement, encore une fois, sur le papier, c'est bien, en théorie, ça fonctionne, mais dans la réalité, c'est plus compliqué parce que ces projets demandent énormément d'investissement humain, énormément d'échanges, donc en fait, énormément de temps.
Et les méthodes qu'on développe et qu'on déploie, moi, j'en suis pas du tout la spécialiste. Émeric Raoul, qui est le responsable de l'incubateur, les connaît bien plus que moi, ne sont pas si aisées que ça à appréhender. Et en fait, induisent un changement culturel, un changement de posture. Et on sait qu'il faut du temps pour changer ça. Et puis, on est dans des organisations qui sont quand même très hiérarchisées, très silotées. Et on leur demande en fait de sortir de ça, quel que soit leur positionnement actuel dans la hiérarchie. Donc, s'ils sont un peu hauts, ils ont une forme de légitimité, ils se sentent en capacité d'eux. Mais s'ils ne sont pas très, très haut placés dans la hiérarchie, en fait, en permanence, ils voudraient vérifier que leur supérieur hiérarchique est bien en accord, faire une note. Et on retombe en fait dans le fonctionnement classique de l'administration, contre lequel on essaye de lutter, mais parfois, on est quand même obligé de re-rentrer dans des process pour sécuriser l'intrapreneur, voire sécuriser le projet, et puis surtout s'assurer qu'il aura le temps suffisant et aussi qu'à un moment donné, on aura les moyens pour le faire. Parce que peut-être à l'inverse d'autres incubateurs, on n'a pas réussi en Bretagne initialement à dire chacun des projets est doté d'un budget. On reviendra sur le budget. Ce qui fait que finalement, on appréhendait les besoins budgétaires au fur et à mesure de l'avancement des projets, au regard du budget que je peux, moi, gérer sur le champ du numérique. Mais il se trouve aussi que parfois, on souhaitait faire appel à des budgets des directions métiers. Sauf que voilà, la bataille budgétaire est toujours un peu compliquée. Donc cet aspect-là, à mon sens, il est extrêmement important, hein. Je pense qu'il n'y a pas une méthode, ça dépend aussi de la culture de la collectivité. Il faut sentir les choses, il ne faut surtout pas mettre en difficulté les uns et les autres parce que ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, on se rend compte que c'est souvent avec beaucoup de bienveillance qu'on arrive à régler des choses. Et puis surtout, il se trouve qu'on porte des choses qui ont de l'intérêt. Et on a vocation à régler des vrais problèmes. Donc, normalement, si on fait bien le job, on doit démontrer que voilà, il y a un réel intérêt à la fin et n'importe quel manager doit s'en rendre compte. Et puis ensuite, ce qu'on n'a pas suffisamment fait non plus, mais on a encore beaucoup de temps, c'est d'impliquer les ressources humaines pour donner à voir les compétences acquises et à acquérir. C'est aussi un formidable moyen et levier de valoriser des compétences numériques. Et du coup, de travailler, anticiper la future GPEC, travailler le régime indemnitaire, et puis réfléchir un peu aux talents qu'on pourrait recruter demain. Parce qu'on voit que sur nos sujets, quand on compose des équipes pluridisciplinaires, on va chercher des compétences pointues qu'on n'a pas forcément au jour d'aujourd'hui. Alors souvent, on va les chercher à l'extérieur, chez des prestataires externes, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et ça renvoie aussi à un autre sujet auquel Pierre-Louis est très sensible, c'est les questions relatives à l'inclusion numérique, mais qui évidemment visent à accompagner les usagers externes, mais aussi les usagers internes. On a un vrai enjeu autour du développement des compétences numériques et il faut qu'au-delà des sachants du numérique, tous ceux qui composent la collectivité appréhendent ce que c'est de porter un projet numérique. Qu'est-ce que ça veut dire dématérialiser une procédure, digitaliser un service? C'est pas neutre sur le dispositif qui existe, sur la politique publique, sur la manière de la porter, sur la manière dont les usagers vont l'appréhender, en fait. Donc, il ne faut surtout pas, à mon sens, faire de l'incubateur une bulle, un objet numérique technique. C'est un objet éminemment politique, en vérité. Alors, on est loin, je pense, d'avoir réussi à l'échelle nationale a réussi à avoir fait prendre conscience de cela, mais je pense que là, on en est là, et stratégique. Et donc, moi, mon rôle en tant que DGA, c'est de rendre l'incubateur déjà stratégique, que la direction générale s'en saisisse, mais ce n'est pas simple. Donc, c'est vrai qu'autour des ressources humaines, on a un vrai enjeu, mais qui pose la question organisationnelle, managériale, développement des compétences. Donc, ça ne peut pas être l'affaire que de ceux qui portent l'incubateur ou qui portent le numérique. Sinon, on ne va pas réussir. Ça, c'est une transition parfaite parce que je voulais demander à Pierre-Louis, justement, sur ces aspects de montée en compétences, de soutien aux collectivités, aux équipes projets. Qu'apporte l'incubateur? Quels sont les outils qu'on amène? Alors, c'est effectivement une très bonne transition. Et l'exemple qu'évoquait Céline tout à l'heure sur la place de l'intrapreneur dans
la construction d'un projet d'innovation, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui caractérise, qui est un peu le nœud de pas mal de problèmes que Céline a pu décrire, si on veut vraiment réussir cette vision stratégique de développement d'un incubateur et du produit. Et donc typiquement, on mène une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, quelque part, comme tiers de confiance entre plusieurs incubateurs de plusieurs collectivités, qu'on va essayer de construire des dynamiques de projet à plusieurs. Par exemple, si vous avez 15 départements ou 2 EPCI qui vont s'organiser ensemble pour développer un produit avec notre soutien, où sont les intrapreneurs? Est-ce que c'est l'intrapreneur d'un département plutôt qu'un autre? Puisqu'on est vraiment sur le développement d'un produit stratégique, quelle est la ligne de commande hiérarchique? Est-ce que c'est le DGS de l'agent qui est intrapreneur, le chef de produit, et même si dans le schéma idéal qu'on se fait de comment fonctionne l'incubateur, il y a toujours des réalités managériales et des réalités RH qui peuvent rapidement nous rattraper et créer du conflit, et quelque part, au final, se faire au détriment de l'agent, et c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Donc nous, ce qu'on essaie de construire, et là, notre doctrine aussi d'intervention est encore en cours d'affinage et de construction, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait tous ces échanges aussi, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir lever ces zones de conflit potentielles et arriver et fournir quelque part cette zone tampon. Alors on réfléchit par exemple à qui va être le product owner, le chef de produit d'une start-up de territoire avec plusieurs collectivités autour. Peut-être que ça, c'est à nous de le financer et d'avoir un point d'entrée unique plutôt que de faire porter la charge à un des agents de la collectivité, et que les agents des collectivités participantes interviennent vraiment sur la valeur innovation et la valeur construction du produit, et ne portent pas de charge managériale et ne se retrouvent pas en porte-à-faux entre les différents élus ou les différentes DGS de collectivités. Donc ça, c'est vraiment avoir quelque chose de cadré et clair, et quand on va investir dans un produit, c'est d'arriver avec ces méthodes-là qui soient bien rodées. Et là, je me dis que quelque part, on peut être utile et on peut faciliter le passage à l'échelle. Parce que Céline a raison de rappeler que c'est des objets politiques et stratégiques, et que si on veut qu'ils essaient, mais surtout si on veut qu'ils soient durables, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on consolide fortement. Surtout si ensuite on veut rajouter des acteurs tiers de l'économie sociale et solidaire, du privé, etc. Là, il faudra qu'on soit très très clair sur les modalités de gouvernance, de mise en concurrence, et que voilà que tout soit extrêmement bien cadré. Et le modèle économique aussi. Et le modèle économique ensuite, et sur qui ça va reposer, si modèle économique il y a aussi, ce qui n'est pas toujours, qui ne sera pas toujours le cas, mais c'est pas pour autre. Il ne faut pas non plus l'exclure, quoi. Ce serait d'ailleurs intéressant et aussi de faire le lien avec à terme avec des syndicats mixtes, etc. sur les portages, et comment on va ensuite territorialiser peut-être des forks ou des portages de projets. Et peut-être, parce que j'ai évoqué ces chefs de produits qui seraient mis à disposition par l'incubateur, peut-être très rapidement revenir un peu sur l'organisation et les modalités. Donc effectivement, il y a un budget pour l'incubateur, qui sera d'environ 3 millions d'euros pour 2021, pour effectivement cofinancer des produits avec d'autres programmes de l'ANCT, d'autres ministères, des collectivités, pour prendre en charge intégralement les phases d'investigation. Et là, elles sont ouvertes, donc les collectivités qui nous regardent peuvent aussi contacter les équipes de l'incubateur. Et d'ailleurs, les équipes sont toutes connectées. Vous avez Bérangère Aujar, Jonathan Pichot, Marine Choquin et Marie ici présentes, qui constituent l'équipe socle de l'incubateur. On vient de commencer la rentrée dans le cœur du réacteur du développement de produits. Et en fait, on voit que dans la position dans laquelle on se trouve les uns et les autres, on a une double dynamique. D'une part, une dynamique classique du développement du produit, c'est-à-dire on doit passer de la preuve de concept au projet et puis au produit. Donc, la question du passage à l'échelle, et puis la question de l'économie d'échelle, en sachant qu'on travaille tous avec de l'argent public qui viennent du budget dont Pierre-Louis vient de nous parler, ou de chacun de vos budgets avec des rythmes et des décisions et des arbitrages qui sont propres. Et donc, j'ai envie de revenir vers vous, Céline, François. Et c'est intéressant parce que Céline, vous avez donc en tant que DGA avec un certain nombre de casquettes,
un aspect de la gestion de votre collectivité. François, DGS également, pouvoir nous expliquer comment vous intégrez toutes ces démarches pour modéliser les budgets, essayer d'avoir les validations et puis également anticiper la suite. Pierre-Louis a parlé aussi des solutions de portage. Concrètement, votre retour d'expérience ou les choses vers lesquelles vous vous orientez, vous avez fait des arbitrages, sont de quelle nature? Je ne sais pas si vous voulez que je dise un mot là-dessus, puis peut-être que Céline complétera. Mais je pense qu'effectivement, l'un des enjeux fondamentaux dans la crédibilité de la démarche que vous avez évoqué, dans la capacité à ce qu'on a essayé de faire, et le chemin n'est pas complètement terminé non plus, hein, d'ailleurs, mais c'est dans la capacité à l'ancrer dans un peu la philosophie du fonctionnement d'une collectivité, c'est la capacité donc à cadrer la démarche. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense que c'est ce qui a permis sur les 2 dernières années finalement de faire en sorte que la démarche d'entrepreneuriat, on est passé d'une situation où la démarche d'entrepreneuriat étonnait au départ, il y avait beaucoup de réactions dubitatives, à une situation d'acceptation il y a quelques mois, et plutôt à une situation aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à lancer le 3e appel à projet, 3e appel à entrepreneur, à une situation où il y a plutôt de la demande en fait qui s'exprime. Donc cette gradation de la une situation d'interrogation initiale à une situation où il y a plutôt une demande interne qui s'exprime, elle a été réussie, je pense, grâce au cadrage des différentes étapes que vous venez d'évoquer. Alors, nous, le cadrage, on l'a fait comment? Enfin, d'ailleurs, en lien avec l'accompagnement méthodologique que BetaGouv, l'incubateur aujourd'hui, nous a proposé. Plusieurs points. Bon, d'abord, il y a d'abord la phase d'appel à intrapreneuriat interne qui, à l'issue de cette phase d'intrapreneuriat, donc se traduit, comme le veut la méthodologie, par l'organisation d'un jury. Donc, évidemment, il y a une dimension de choix des projets en fonction de ce qu'on peut estimer être la pertinence du concept proposé par le candidat. Et alors là, la première étape de cadrage, c'est d'abord et avant tout une étape d'acceptation, de validation hiérarchique, comme on dit, hein, de façon un peu classique peut-être, mais il y a quand même la validation par l'organisation établie, par la hiérarchie de l'agent concerné, du principe même que l'agent s'engage dans la démarche, rentre dans cette phase de preuve de concept, comme vous dites, parce qu'évidemment, Clémence Bernard l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de démarche d'incubation réussie si l'agent lui-même, qui se lance dans cette démarche d'intrapreneuriat, n'est pas soutenu par sa hiérarchie dans cette phase-là. Donc la première étape de cadrage, c'est quand même ça. Sur la première étape, nous, de preuve de concept, donc les 3, 4, 5 premiers mois de travail, on a dégagé un budget dédié dans la collectivité pour accompagner l'agent dans cette phase de prototypage initial. Donc, il y a un budget qui a été alloué par ça, qui est un budget auprès de la délégation qualité, innovation, process, c'est un budget transversal en fait dans la collectivité. Mais il y a quand même, donc c'est pas la direction métier d'origine qui paye en quelque sorte et qui assume les charges afférentes à la démarche d'intrapreneuriat, mais par contre, il y a quand même un cadrage au sens où il faut quand même que le supérieur hiérarchique, le chef de service, le directeur, accepte l'entrée de l'agent dans cette démarche d'intrapreneuriat. Et puis ensuite, après, si le projet, à l'issue de cette phase de preuve de concept, de prototypage initial, si on rentre dans la phase véritablement de pré-incubation à proprement parler, on arrive à une deuxième étape de cadrage en fait dans notre fonctionnement, qui est la suivante, c'est qu'il faut que le projet porté par l'agent puisse trouver son adossement à la stratégie d'une de nos directions métiers concernées dans la collectivité, pour une raison simple auquel moi personnellement en tout cas je suis pleinement attaché, c'est que on a des collectivités publiques, et l'État, et c'est le cas aussi pour l'État d'ailleurs, qui évoluent dans des champs de compétences qui sont bien circonscrits et déterminés, des compétences juridiquement établis, et donc on ne peut pas, les agents qui sont des agents publics payés par nos collectivités ne peuvent pas, quelles que soient leurs idées par ailleurs, mais investir des sujets dans des domaines qui ne correspondraient pas aux compétences de la collectivité ou à des champs d'action pour lesquels le contribuable nous apporte les moyens qui sont les nôtres pour travailler. Et donc la deuxième étape, c'est une étape à la fois de validation bien sûr de la pertinence du projet, mais aussi d'adossement du projet au travail d'une direction métier concernée, pour peu donc le projet puisse bien ressortir du travail d'une des directions. Et c'est là qu'il y a une prise de relais ensuite à la fois financière, parce que c'est la direction métier du coup concernée qui prend le relais du soutien donc en fonctionnement courant au projet, et puis une prise de relais en termes également d'accompagnement, pas forcément de tutelle, parce que l'idée c'est bien de laisser respirer l'intrapreneur évidemment dans sa liberté, hein, c'est bien l'esprit, mais en même temps voilà, on rentre dans une phase d'échange un peu plus aboutie pour
comment dire, l'incubation du projet. Et puis après, arrive une dernière phase, et c'est là que je rejoins ce qui était évoqué tout à l'heure par Monsieur Roll sur le rôle de l'incubateur. C'est la phase une fois qu'on sort de la pré-incubation, et si le projet fait ses preuves au final, on arrive dans la phase la plus délicate, qui est la phase du développement opérationnel en fait du projet. Alors peut-être qu'on pourra en dire quelques mots maintenant, mais c'est la phase dans laquelle finalement, moi aujourd'hui j'ai le plus d'interrogations positives, mais évidemment parce qu'on trouvera les voies de solutions, mais sur la façon dont on peut faire déboucher tout ça, soit le projet il peut trouver son développement opérationnel en interne par rapport à un objectif de politique publique défini. Et dans ce cas-là, c'est formidable, et c'est finalement la collectivité qui reprend en charge le projet à travers l'agent concerné qui l'a porté initialement ou à travers une équipe. Enfin voilà, il faut voir. Si le projet, par contre, ne ressort pas nécessairement comment dire, des objectifs de politique publique de la collectivité, alors se pose la question effectivement d'un accompagnement de l'intrapreneur dans des phases de développement qui peuvent être des développements externes éventuellement. Donc, à mon avis, c'est une réflexion qu'il faut que l'incubateur mène aujourd'hui sur la façon dont on peut accompagner certains entrepreneurs de cette façon-là. Au-delà de l'accompagnement que vous évoquez, et que j'appuie tout à fait, hein, c'est une très bonne idée, sur les fonctions de coordination interne de l'incubation. Donc, évidemment, on attend votre soutien, et on vous en remercie d'ailleurs beaucoup sur cette dimension-là. Si vous pouvez effectivement nous soulager, entre guillemets, des charges financières liées à la coordination de ces démarches d'entrepreneuriat, eh bien, tant mieux. Mais au-delà de ça, il faut qu'on réfléchisse à cet accompagnement final des porteurs de projets une fois qu'on arrive dans les phases de développement opérationnel. Et nous, sur les premiers projets qui ont émergé il y a maintenant 18 mois, on est dans cette réflexion, voilà, sur quelques projets que vous connaissez bien, Histologue, Idequart. On est dans cette réflexion avec vous sur la façon dont vous pouvez nous accompagner pour aider l'intrapreneur à rentrer dans une phase de développement opérationnel quand les projets excèdent les seuls besoins de la collectivité elle-même. Merci beaucoup. Clémence, je regarde un peu l'heure, je vois qu'on n'a pas énormément de temps, mais est-ce que sur Histologe, vous voulez donner encore un petit retour d'expérience concret sur la façon dont on a fait ce cadrage ? Sur Histologe, c'est justement en plus le cas d'école presque. Comment est-ce qu'on a fait ce cadrage ? Tout simplement, c'est exactement ce que vient de dire mon DGS, hein, c'est qu'on a eu la première partie d'expérimentation où le projet a été porté par 2 agents en interne. Et puis, au bout d'un moment, on s'est bien aperçu que la problématique concernait beaucoup de territoires et que du coup, il y allait avoir un déploiement qui allait être au-delà du local et qui pourrait intéresser d'autres collectivités. Et donc, se pose la question de quel modèle on choisit pour pouvoir développer ça. Est-ce qu'on garde ça en interne? Comment est-ce que ça peut être porté? Bon, il y a eu une collaboration qui s'est faite avec l'ANCT de fait par rapport à ce projet, mais il y a toujours des questions aussi qui restent quand même derrière, hein. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du statut de l'agence? Ce sont des questions très pratico-pratiques, hein, que je ramène parce que je suis beaucoup moins sur la stratégie, mais plus sur l'opérationnel. Mais quel est le statut de l'agent quand il porte toujours son projet d'entrepreneuriat? Comment est-ce qu'on favorise la sécurité de son emploi aussi pendant le temps où il va être sur un autre projet? Comment on va se mettre en place cette réintégration s'il doit revenir au sein de la collectivité? Qui porte le projet? Il y a plein de questions qui, pour l'instant, on est toujours en phase d'expérimentation, et c'est ça qui est chouette aussi avec ces dispositifs, c'est qu'il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de très écrit, et du coup, ça nous permet de continuer à générer une réflexion, et en tout cas, c'est un travail qu'on doit mettre en place avec la NCT, justement. Céline, de votre point de vue, la région Bretagne anticipe aussi ces questions de passage à l'échelle avec des méthodes similaires, ou vous avez un autre éclairage complémentaire? Oui, on est complètement dans la même logique que celle exposée. On est très intéressé également par l'approche que va avoir l'incubateur des territoires, parce que d'ores et déjà, en fait, on est là-dedans. Il se trouve, et Pierre le sait parce que je crois que j'ai dû l'inviter à une réunion dans les jours qui viennent sur un projet de plateforme servicielle qui vise à permettre la création de communs numériques qui bénéficieraient à toutes les collectivités dans la relation qu'elles entretiennent avec des usagers communs. Et on souhaite conduire ce projet d'envergure avec les méthodes dites agiles qui sont mises en place dans les incubateurs de services numériques, et pouvoir lier en fait la phase d'incubation avec la phase de production.
pour assurer le passage à l'échelle, parce que là, évidemment, on est sur un projet d'ampleur et voilà, on est dans des logiques d'itération avec des versions successives. Et donc, pour nous, ça nous intéresse beaucoup, d'une part parce qu'il va falloir en effet qu'on crée les conditions d'une coopération assez importante avec d'autres collectivités, que chaque collectivité va devoir permettre à certains de ses agents, au regard de l'expertise qu'ils ont, de pouvoir consacrer du temps à un projet qui dépasse leur propre intérêt. Donc, ce n'est pas forcément évident. Donc, on est sur une logique un peu similaire à l'intrapreneuriat dans des logiques de mutualisation. Et puis, pour ça, on crée en fait des équipes pluridisciplinaires et on essaye d'intégrer dans ces équipes tous les domaines de compétences et d'expertise qui nous permettra d'anticiper les problèmes de demain. Donc, évidemment, on y met des profils fonctionnels techniques un peu classiques, mais des spécialistes de la donnée, des spécialistes du marketing, des juristes. Et ça nous permet finalement, dès le départ, de partager les problématiques auxquelles on va être confronté. Et on fixe aussi dès le départ les contraintes qu'on entend collectivement s'imposer. Je pense notamment aux questions liées à l'accessibilité, à la protection des données et au numérique responsable. Parce qu'il se trouve on va vers la labellisation numérique responsable portée par l'INR. Et donc, on s'impose un certain nombre de contraintes, positives bien sûr, mais ça induit quand même de faire des choix. Et on veut que tout ce petit monde intègre ces contraintes pour pouvoir les dépasser quand elles vont se présenter à nous. Voilà, donc après, c'est toujours difficile à expliquer, en fait, il faut le vivre pour le comprendre. Voilà, donc rien à dire de plus. Peut-être sur l'aspect budgétaire, c'est un vrai sujet. En fait, je me suis toujours demandé si je devais consacrer un budget dédié à ces dynamiques ou aller chercher dans mon budget quand ça serait le moment. Et puis, je ne sais toujours pas vraiment comment on finance le droit à l'erreur. Parce que souvent, on dit dans ces dynamiques, faut savoir poubelliser un certain nombre de choses et c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais c'est pas forcément toujours super bien vécu. Donc, comment on finance ce droit à l'erreur et comment, en fait, on accepte aussi de pas forcément avoir des résultats qui sont extraordinaires, mais en fait, on se dit qu'on a investi collectivement sur des méthodes, sur l'humain, et comment nos directions générales, nos décideurs soutiennent en fait ces dynamiques-là. C'est ce que savent faire des grandes entreprises et c'est aussi pour ça souvent qu'elles gagnent beaucoup d'argent à un moment donné parce qu'elles ont su en perdre. Très bien, effectivement. Pierre-Louis, rapidement, parce que l'heure tourne, au niveau de ce cadrage, on l'a entendu de différentes manières de la part de François, de Céline. Quel est le soutien, l'apport de l'incubateur? Justement, c'est d'assumer aussi ce côté prise de risque et de co-investissement pour permettre à des projets de se lancer. Il sera pas seulement question de lever des fonds, mais aussi d'essayer d'arriver à lever des freins de façon efficace, avec un apport en ingénierie, en coaching, aller chercher aussi les bonnes ressources juridiques pour bâtir le projet, voir si prendre notre petit bâton interministériel et aller voir pour l'accompagnement de telle évolution réglementaire, telle saisine de préfet, etc. Donc nous, voilà, d'apporter un peu ce cadre un peu bienveillant pour l'innovation. Et comme j'essaie de le dire tout à l'heure aussi, avec cette approche vraiment de mise en commun et de documentation qu'on va essayer de maintenir et de valoriser. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question dans le chat sur est-ce qu'on développe en open source? La question est oui, on ne soutient que des projets sous licence libre. C'est même si le projet est abandonné, il y aura toujours des externalités positives en termes de réflexion et voire de code qui pourra un jour être réutilisé. Donc c'est aussi de bien gérer ses poubelles, pour confier la métaphore de Céline, pour qu'on puisse toujours y retrouver quelques trucs plus tard qui pourraient éventuellement être réutilisés. Donc il y a tout ce travail de capitalisation sur l'expérience
qu'on devra se charger de maintenir et d'actualiser pour les projets de long terme. Et aussi, puisqu'il a été question à la fois par Clémence et par Céline de la question de la certification, quelque part, des agents, c'est quelque chose sur lequel on aimerait poursuivre la réflexion pour travailler justement à cette certification et reconnaissance des compétences professionnelles des agents impliqués là-dessus et d'engager très rapidement des actions sur ce champ-là. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Ça va être le moment de conclure. Si on veut laisser, je vois qu'il y a 2 petites questions qui sont dans le chat. Laisser un petit moment pour répondre à ces interrogations précises. Alors, s'il fallait pour conclure que vous me donniez, que vous donniez aux participants en l'occurrence, un conseil, un outil, une orientation sur un élément de structure qui pourrait garantir que l'outil que vous souhaitez développer, le projet, va avoir un maximum d'impact. Vous les orienteriez sur quoi? Céline, par exemple. C'est difficile, mais je pense que j'ai beaucoup insisté, donc je vais rester là-dessus, sur la dimension stratégique et politique en fait de l'incubateur. Je trouvais parfois que finalement on y faisait un peu de démocratie participative, puisqu'en fait on dit que c'est le lieu où les usagers vont rencontrer l'administration pour venir tester les services, faire part de leurs besoins. Et donc, j'ai toujours pensé que si ça se développait beaucoup, si c'était dans ces lieux que venaient les usagers, ça serait bien que les élus y soient aussi, pour justement pouvoir échanger avec eux, appréhender les besoins réels sur des sujets très, très pratico-pratiques. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment investir là-dessus, sans en faire un objet qui soit pas du tout manipulable et qui perde son agilité si on l'intègre dans des logiques politiques trop classiques de type commission, etc., et qu'on y met des comités de pilotage trop importants. Mais je pense que c'est un très bel objet malgré tout pour transformer nos administrations, transformer le service public, repenser la relation à l'usager, mais il faut qu'ils soient bien positionnés. Et parfois, ils sont trop dans les administrations, pas suffisamment à l'extérieur, pas assez ouverts. Donc, probablement que l'incubateur des territoires va trouver aussi des clés pour nous aider sur cet aspect-là, ce que certains laboratoires d'innovation ont bien su faire, et ce que c'est très bien faire d'ailleurs le laboratoire d'innovation publique qui est dirigé par Benoît Valory, je trouve. Il a plutôt très bien trouvé sa place. Merci Céline. Du côté de Pau, est-ce que vous avez un conseil, une pratique qui vous permet d'essayer d'optimiser l'impact des initiatives? Moi, je dirais, peut-être que Clémence dira un mot de complément aussi, mais moi, je dirais que, d'abord, je m'inscris pleinement dans ce qui vient d'être dit par Céline, hein, évidemment, mais au-delà de ça, la réussite de ce type de démarche, elle procède, à mon avis, d'un équilibre entre à la fois l'engagement, le volontarisme qu'on y met, parce qu'il faut au départ un peu d'énergie pour convaincre quand même, bousculer un certain nombre de statistiques établies, évidemment, sur des démarches qui viennent percuter dans des façons de faire, une façon d'appréhender l'action publique. Donc il faut du volontarisme, il faut de l'énergie, de la détermination, et en même temps il faut quand même aussi beaucoup de modestie et de compréhension et de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, je le dis d'autant plus volontiers que c'est peut-être au départ là-dessus que ça n'a pas duré trop longtemps, j'espère en tout cas, mais c'est peut-être là-dessus qu'on a pêché au départ lorsqu'on a engagé la démarche en 2019, parce que certains d'entre nous qui portaient l'idée avaient l'intuition selon laquelle on allait recomposer toute l'action publique autour de ces démarches d'entrepreneuriat interne, etc. Et en fait, moi, à titre personnel, j'ai jamais pensé ça, mais ça a pu être par de l'enthousiasme, en fait, au départ, au démarrage du projet. Et je pense qu'il faut placer cette démarche d'entrepreneuriat. En réalité, l'une des clés de la réussite, c'est de placer cette démarche à sa juste place. À la fois
en pleine réponse à un besoin réel. On a des dizaines, des centaines d'agents dans nos collectivités qui ont des ressorts de créativité formidables, qui peuvent trouver leur expression dans ce type de démarche. Et il faut aller chercher cette créativité, il faut aller la chercher avec détermination et avec envie, et en ayant la capacité évidemment à vaincre un certain nombre de freins qui se manifesteront nécessairement dans la démarche. Et en même temps, évidemment, il faut laisser à cette démarche sa juste place. Voilà, les démarches d'entrepreneuriat ne constitueront pas la matrice autour de laquelle on va recomposer toute l'action publique. Il faut évidemment des organisations établies, avec des process, avec une hiérarchie, avec des objectifs politiquement établis. Donc tout ne peut pas procéder uniquement de démarches bottom-up, voilà. Mais c'est de cet équilibre-là, je crois, de la bonne compréhension de où se situe la démarche, pourquoi il faut la faire, et en même temps où est-ce qu'il faut l'arrêter aussi. C'est de cet équilibre que procède, à mon avis, le succès de la démarche. Et notamment la capacité de faire en sorte que cette démarche soit comprise en interne et soit reprise en charge aussi politiquement, parce que sinon, évidemment, il faut que cette démarche elle soit perçue comme un plus, en fait, une valeur ajoutée pour l'organisation, et non pas comme quelque chose qui dépossède ni le collectif managérial, ni évidemment le collectif politique et les élus. Donc c'est cet équilibre-là, et c'est là que, je dis modestement, il y a un rôle important, à mon avis, de la direction générale, des DGS, DGA dans le portage de la démarche. C'est cet équilibre un peu subtil qui fait, à mon avis, la clé de la réussite. Clémence, de votre côté? Je valide totalement, au-delà de toute façon de l'implication de l'ensemble des acteurs de la collectivité, dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je dirais, en mot de fin, d'oser rentrer dans une démarche comme ça qui peut être très, très déroutante. Et finalement, de pouvoir faire confiance, on ne sera jamais déçu puisqu'on a été surpris, et je le suis encore, puisqu'on a lancé cet appel à innovateurs numéro 3 et je reçois les candidatures et je vois des projets qui franchement m'impressionnent de la part d'agents dont on n'aurait pas soupçonné. Alors, pas forcément à juste titre, mais je pense que de faire confiance en tout cas aux agents et aux remontées qu'ils nous apportent permet forcément de se diriger vers la voie du succès. D'accord. Pierre-Louis, l'impact du côté de l'incubateur, il se mesure comment et on va vers quel genre d'impact? Oui, c'est vrai que quand on pose la question de l'impact, va se poser la question de comment est-ce qu'on l'évalue. C'est quelque chose qui peut aussi retomber sur les épaules de l'intrapreneur. Et donc cette question de l'intrapreneuriat qu'évoquait François Mangin-Lecaux, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'accompagner l'évolution. C'est quelque chose qui a été pensé au niveau de l'État, au sein de l'État-Gouv, pour des produits spécifiques. Là, l'enjeu dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être vraiment de repenser cette démarche pour qu'elle corresponde le mieux aux réalités des collectivités territoriales. Et ensuite, ça va amener à la réflexion de la construction de ces projets. Et évaluer l'impact, c'est aussi quelque chose qu'on se pose, nous, pour l'incubateur nous-mêmes. On est un nouvel établissement public en train de négocier notre contrat d'objectifs et de performance. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de collectivités accompagnées, c'est le nombre d'usagers, de bénéficiaires touchés. Et ça doit vraiment partir, comme vous le rappeliez avant moi, de l'objet même du service qu'on essaye de construire. Être modeste dans les objectifs, partir de viser le premier usager accompagné, le premier bénéficiaire. Et il y a une question de Florence Noulet dans le chat sur est-ce que les usagers peuvent participer à un projet. L'objectif, c'est de construire le dispositif avec eux, dans une démarche de design de service, dans une démarche d'investigation, de construction, et de bien les accompagner pour aussi construire avec eux les objectifs aussi qualitatifs de l'évaluation d'impact. Souvent, quand on va décider en réunion interministérielle ou en DG de tels objectifs qu'on doit atteindre 6 mois, on se rend compte après 1 mois de travaux sur le terrain avec les usagers que ça va être tout autre chose qui sera pertinent. Donc c'est aussi comment, ça tend énormément de projets, cette question d'évaluation d'impact. C'est la penser aussi de façon évolutive et d'être un vrai paramètre de construction de l'objet et pas une contrainte a priori. Donc ça va être c'est quelque chose aussi sur lequel on va réfléchir au sein de l'incubateur sur comment accompagner cette évaluation et comment mesurer cet impact-là, qui est une question absolument pas neutre. Alors,
il y a justement, sur quels sont ces projets qu'on construit. Je vois qu'il y a une autre question sur les exemples de projets qui sont construits dans le chat. Alors, vous avez Marine a mis les liens pour les retrouver. Vous avez notamment, vous pouvez retrouver des projets qui ont été construits au sein de l'État. Je parlais d'Eden Connect tout à l'heure. Vous retrouvez Histologe qui était évoqué, Comobi qui est une solution de covoiturage aussi au local. Donc voilà, ça peut être des objets très différents. Rendez-vous Solidarité qui permet de réduire le nombre de rendez-vous annulés dans les collectivités, de gérer un peu, éviter les lapins. Et Eden Connect qui est quelque chose de très national, qui un service public numérique qui vise à permettre la réalisation de démarches administratives à la place d'un tiers. Et à chaque fois, c'est des services qui ont été aussi construits avec les usagers sur cette démarche-là. Donc ça, sur le site de l'incubateur, vous retrouverez les autres exemples. Et peut-être que Marie, tu veux qu'on passe qu'on réponde maintenant aux questions au fil de l'eau, si on a un peu de temps. Je suis en train de scroller, de monter et de descendre. Je vois la question de Léonard Gay qui date d'il y a quelques minutes. En tant que collectivité territoriale, peut-on participer à la co-construction d'un service numérique innovant sans forcément le porter directement en tant qu'intrapreneur ou ça tu viens de répondre sans piocher dans le territoire store, oui, ça on co-construit. Mais sur le premier, est-ce que vous avez des agents qui sont dans une démarche autre que celle de l'intrapreneuriat, les uns et les autres? C'est le modèle pour l'instant. Je peux commencer si vous le souhaitez. On a effectivement d'autres outils finalement d'innovation qui sont utilisés au sein de la collectivité, qui sont quand même très orientés autour aussi de l'usager, de l'agent, le design thinking, la facilitation, etc. Par contre, sur l'intrapreneuriat, effectivement, c'est un dispositif qui est porté au sein de la collectivité et les agents qui travaillent sur les projets intrapreneuriaux sont bien des agents de la collectivité. Et on a par exemple, alors je ne sais pas si je comprends bien la question, mais on a par exemple aujourd'hui sur toute une série de sujets, des logiciels qui touchent par exemple qui permettent de lancer des démarches de participation citoyenne. Par exemple, on a des logiques de co-construction qui sont plutôt inter-institutions, inter-collectivités plus que donc ça existe ce genre de choses. Enfin, c'est pour ça que votre question elle rejoint un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je crois profondément à la démarche d'entrepreneuriat et notamment dans ce champ des outils numériques. Elle permet de réveiller encore une fois des ressorts de créativité formidables et des idées auxquelles personne n'avait songé souvent et qui étaient bien enfouies dans la tête d'un certain nombre de nos agents, et ça c'est très bien, mais c'est des démarches qui ne résument pas à elles seules ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en co-construction d'outils numériques. Et aujourd'hui, c'est des questions qui touchent à il y a beaucoup de logiciels et d'applications qui ont émergé de démarches participatives intercollectivités ou inter-administration. Donc, je pense à tous les logiciels, par exemple, dans le champ de la santé, que vous connaissez, qui ont été travaillés pendant des années entre les services des ARS et les départements, pour la gestion des plafonds d'EHPAD, ce genre de choses. Donc, évidemment qu'il faut préserver ça indépendamment des démarches d'intrapreneuriat interne. Et en tant que collectivité, notamment dans les réseaux, vous savez, des associations de grandes collectivités, que ce soit France Urbaine, l'Association des régions de France, les départements. On a aujourd'hui beaucoup de groupes de travail qui sont des groupes de co-construction en fait, de réponses numériques qui sont interinstitutionnels et complémentaires à ce démarche d'entrepreneuriat qu'on vient d'évoquer là. Et Céline, vous nous aviez parlé en préambule du fait que le TICUB, c'est-à-dire l'incubateur de la région Bretagne, n'est pas le seul dispositif et qu'il travaille aussi conjointement ou enfin en symbiose avec le TILAB. Voilà, donc vous avez aussi une réflexion à plusieurs niveaux. Léonard Gay nous parle aussi de bêta-testeurs. Est-ce que effectivement vous faites tester, vous avez un dispositif de bêta-testeurs des solutions quand elles sont en cours de développement ou les agents sont impliqués à un instant précoce du développement? Oui, ça fait partie, en tout cas, à la région de la dynamique. Après, c'est pas toujours aussi bien posé que sur le papier, encore une fois, mais effectivement, on essaye d'identifier des agents qui peuvent jouer ce rôle-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que des agents s'impliquent sur des domaines de compétences qui ne sont pas les leurs en fait à la base ou qui ne relèvent pas de la direction dans laquelle ils évoluent. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mais à l'inverse, ça bouscule aussi
ceux qui pensent bien connaître la politique qu'ils gèrent depuis des années et des années. Donc, en effet, ces démarches qui visent à positionner les agents d'une autre manière est très intéressante. Après, on peut porter des projets qui ont des résultats extrêmement intéressants sans forcément que ce soit porté dans le cadre de l'incubateur, tout simplement au sein de la DSI. Hein. Il y a des personnes qui savent faire ça parfaitement bien. Franchement, il y a plusieurs modèles et c'est justement ces différents modèles qu'il faut arriver à faire converger. Et puis parfois, on peut aussi travailler avec des entreprises privées aussi, qui peuvent. Moi, j'aimerais bien avoir des entrepreneurs en résidence, par exemple. C'est un sujet qui m'intéresse. Comment faire venir des entrepreneurs privés en résidence au sein de l'incubateur de services numériques pour travailler avec nous en dehors de la commande publique. Non. Pas très simple, mais on creuse le sujet. D'accord. Une toute dernière question. Je vais reprendre la demande. On en a un petit peu parlé, Pierre-Louis. Anne Proux demande combien de temps dure en moyenne une démarche avec l'ANCT. Donc, dans ce cas, avec le programme de l'incubateur des territoires de l'ANCT. On a déjà évoqué un petit peu l'investigation. L'incubation, c'est peut-être utile de repréciser un peu cette structure et de donner des encore une fois, on est au tout début, donc pour faire des moyennes, c'est pas facile, hein, puis on est agile. Mais voilà, ce serait peut-être bien de reclarifier ça en conclusion, cette démarche telle qu'on en a l'intention. Alors, si on commence par la phase d'investigation, c'est 9 à 12 semaines l'accompagnement d'un projet d'investigation. Ensuite, voilà, il y aura plusieurs recommandations. La réponse n'est pas numérique, elle est numérique. Pour certains projets, on va pouvoir les catapulter en phase de construction de produits pour devenir des startups de territoire. Et donc là, ensuite, la phase de construction va s'engager. Typiquement, on met un jalon à 6 mois et ensuite de 6 mois à 99 ans pour la suite du projet, surtout si ensuite ça devient un vrai service public. Ouais. Absolument. Et je voulais ajouter, c'était d'ailleurs la conclusion, parce qu'on arrive vraiment, on a même dépassé un petit peu le créneau qu'on avait prévu. L'incubateur des territoires vous propose désormais de participer, je crois que c'est 2 vendredis par mois, j'en suis même sûre, à 14h30, à un webinaire dans lequel vous pouvez échanger avec l'équipe, poser vos questions, être aussi spécifique ou aussi théorique que vous le souhaitez en fonction de votre état de réflexion, venir seul ou en groupe. Enfin voilà, c'est vraiment une plateforme ouverte pour discuter de toutes ces questions, de ce qui est dans le territoire store, de ce qui est dans votre tête et la tête de vos agents. Voilà, vous allez trouver sur le site de l'incubateur, c'est incubateur.anct.gouv.fr. Mais Marine, je vois qu'elle met tout ça sur le chat en même temps. Vous allez trouver un lien permanent qui vous permettra de vous inscrire à la prochaine session. Et d'autre part, on va diffuser également cette session en replay si vous avez des éléments qui vous ont interpellé aussi, comme certains, et avec nos excuses, vous n'avez pas pu vous connecter immédiatement. Voilà, donc je voulais remercier tous les panélistes. On a entendu des éléments très intéressants pour des personnes qui sont au cœur de développement de solutions numériques. On a parlé beaucoup de l'humain, on a parlé de pas faire une communauté hors sol, on a parlé de bienveillance, on a parlé de savoir cadrer les démarches, mais également de modestie et de recul. C'est très intéressant en fait parce qu'on a des outils durs, de la techno, et pour la mettre en œuvre de façon intelligente au sein de nos collectivités, on fait appel à beaucoup de qualité humaine. Donc, c'était intéressant de mettre ça sur la table dès le tout premier webinaire de l'incubateur des territoires. Il y en aura d'autres, donc on vous propose de vous retrouver très bientôt. Merci Céline, merci François, Clémence, merci Pierre-Louis, et puis merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, qui ont participé à ce webinaire. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt.